génial, c'est fabuleux. Et elle les fait pleurer tous le soir ici. Allez, Ludovic Sana, le jour, il est là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. La fenêtre en face, et puis visiter ton paradis. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. Notre invité du jour nous vient du Canada, comme Justin Bieber, d'où la musique. Grand plaisir pour moi. À 38 ans, celui que l'on appelle le bûcheron, car oui, il a été bûcheron, à vous le raconter dans quelques instants. Regardez cette magnifique photo de vous, voilà, c'était à l'époque. Voilà, il a décidé de prendre sa retraite de joueur pour peut-être entrer dans le staff de son ancien club, Oyonnax. Il va nous répondre. Notre invité aujourd'hui, c'est Jamie Codmer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bonsoir monsieur. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Moi, je suis un peu timide, hein, du coup. Voilà, hein, bon. Je vais essayer de me détendre. Donc vous êtes désormais officiellement retraité. Du coup, on a pensé à un petit cadeau de départ. D'où mon stress. Voilà, c'est pour vous. Vous pouvez l'ouvrir. Ah oui, il faut Oui. ouvrir. Je rappelle Merci, que c'est gentil. vous venez de mettre fin à 14 ans de carrière. Hein. Vous auriez pu d'ailleurs pousser jusqu'à 40 ans, 38 ans. Voilà, on n'est plus à 2 ans près. Bah oui, les Charentaises, forcément. Le pantoufle. C'est très bien. important. Ça va la taille ou pas? On a C'est hésité. peut-être un peu petit. Ah, mais, mince. non, mais je vais quand même je vais porter comme ça. Oui, voilà, Oui. vous pliez. Très bien, merci. Ah bah avec plaisir, voilà. C'est gentil, merci. Donc du coup, 38 ans, c'est pourquoi? En fait, c'est parce que là, vous avez été titré avec Oyonnax en Pro D2. Vous vouliez sortir par la grande porte, vous arrêter sur un joli truc. C'est pour ça que vous avez décidé ça maintenant? C'est vrai, je sortis sur la grande porte, mais à la même temps, à 38 ans, 15 ans dans le rugby professionnel, c'est quand même, c'est le moment de partir. J'ai commencé à avoir mal partout, ça me prend 3-4 jours pour récupérer d'un match, et j'ai quand même envie de jouer avec mes enfants dans le futur proche. C'est pour ça, je suis très content avec mon carrière, et c'est le moment d'arrêter. Ouais, en tout cas, le président d'Oyonnax a avoué il y a quelques jours être en discussion avec vous pour que vous entriez dans le staff. Ça en est où? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. On a discuté cette semaine et je pense qu'on a trouvé un accord pour entrer dans le staff. Je suis très content parce qu'on est déménagé là-bas avec ma famille pour investir dans la région et vous sentez bien? Oui, on sent bien pour faire grandir le club et surtout rester dans le top 10 de le rugby français. Et oui, parce qu'en plus, il y a le top 14, forcément, c'est ça la suite pour la saison prochaine. Donc un défi intéressant. Vous serez en charge des avants? Oui, c'est vrai. Je vais prendre la charge de la conquête, un peu de défense. Et voilà, on a une très bonne équipe déjà en tant que joueur et des entraîneurs aussi, avec Adrien Buonato qui va être notre manager général, entraîneur en chef. Et je suis très content et j'ai hâte de commencer les saisons en tant qu'entraîneur. Donc 14 ans de carrière à résumer. Ce défi, on l'a lancé à Charles Beauvais. C'est tout de suite, c'est votre portrait robot. Oh non, Attention Patrice, faut pas juger un bouquin à sa couverture. Bon, alors Jamie, tout a commencé il y a 38 ans à Winnipeg, au Canada. Mais le rugby, pour vous, ça a commencé bien plus tard. En 95, à 17 ans, vous commencez le rugby à Vancouver, une expérience à Victoria. Ensuite, direction la Nouvelle-Zélande, North Harbour, pour une saison. Tout ça, c'est en tant qu'amateur, car le professionnalisme, vous le découvrez à 24 ans au Pays de Galles avec les Llanelli Scarlett. Ensuite, une saison à Grenoble, puis la grande histoire de votre vie, l'ASM Clermont. Vous resterez 11 saisons, je vais en reparler. Et puis, Oyonnax, une seule saison finalement. Tout ça pour un titre de champion, un challenge européen et un titre de champion de Pro D2. Il y a aussi évidemment
la sélection, les Canucks du Canada, dont vous avez été le capitaine à 7 reprises, 43 sélections et surtout 4 participations à la Coupe du Monde pour des fortunes diverses. La plus belle, j'imagine, en 2011, une victoire, un nul, 2 défaites. Plus compliqué, la dernière en 2015, 4 matchs, 4 défaites. Mais je le disais, la grande aventure de votre vie, ça aura été Clermont, plus de 200 matchs avec les Jaunards et surtout, ce qui est impressionnant, c'est cette permanence au très très haut niveau. Avant que vous arriviez, Clermont n'avait plus touché aux phases finales depuis 2002. Vous arrivez en 2005-2006, vous finissez aux portes des barrages. Et puis cette succession de finales, un titre en 2010, 4 finales perdues, 4 demi-finales. Et du coup, une question, qu'est-ce qui vous aura manqué pour transformer ces finales perdues en victoire? Ah là, c'est compliqué de dire. Il n'y a pas une chose qu'il faut changer, mais c'est quand même, c'est vrai, on a fait le haut niveau pendant 11 belles années et ouais, à chaque fois c'était quelque chose, c'était une décision, un ballon qui est tombé le mauvais côté, c'était pas un truc, toujours une chose différente, mais c'est quand même, ça fait une belle carrière, j'ai aucun regret et voilà, je suis content avec comment ça s'est passé. On a parlé de malédiction, on va en reparler nous tout à l'heure. Alors Jamie, vous sortez un livre, ça s'appelle « Présumé coupable » aux éditions Marabout. Vous y racontez votre histoire, votre détermination malgré les coups du sort et j'ai envie de dire les grosses bêtises qui ont secoué votre adolescence au Canada. Alors pourquoi cette autobiographie? Vous aviez besoin de refermer le livre, si je puis dire? Oui, un petit peu. Comme c'est la fin de mon carrière sportive, je prends ma retraite et il y a pas mal des histoires qui sont pas finies. Avec le livre, ça explique pas mal de choses. Comment j'arrivais au rugby, comment j'ai grandi et pourquoi je suis là et comment j'arrivais ici. Et je pense c'est normal pour moi de un peu expliquer à tout le monde qui me connaissent pas trop comment j'arrivais ici. Ouais, en plus, votre histoire, elle est incroyable. Merci. Et ça pourrait faire un film, je pense. Vous êtes né à Winnipeg, au Canada, le 6 septembre 1978. Ouais. Vous le racontez dans le livre, vous étiez un petit garçon et un ado, du coup, turbulent. Vos parents étaient anglais et de classe sociale plutôt élevée, avec un papa qui était le médecin de la ville. Voilà, des gens honnêtes. Et pourtant, on peut le dire, je pense que vous ne m'en voudrez pas le dire, vous avez mal tourné à un moment donné. Mais j'avais beaucoup d'énergie et je savais pas trop où il faut canaliser. Et, il y avait les copains, les copains, les sorties. Ouais, il y avait quelques fois un peu trop d'exubérance vis-à-vis les jeunes autour de nous. Et c'est dégradé de temps en temps et après j'ai payé le prix. Mais voilà, comme je disais, aucun regret. C'est fait, ça passe sur un moment difficile dans la vie. Et voilà, j'ai passé et maintenant c'est tout derrière moi. Ouais, et du coup, durant votre adolescence, vous allez écumer les centres de détention pour mineurs, pour jeunes, mais malgré tout ça, vous avez toujours fait du sport. Il y a eu la lutte, il y a eu la boxe anglaise pendant 4 ans, et puis surtout le ski. Et ça m'a interpellée, surtout avec votre gabarit. Ouais. Enfin, ça m'a interpellée. Au Canada, c'est une évidence de faire du ski, du snowboard. Ouais. Et vous étiez bon, vous avez été sélectionné dans l'équipe junior du Canada. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi dans cette voie-là? Mais dans cette époque-là, je pense pas j'avais le mental pour faire le sport de haut niveau encore. J'étais, comme je disais, j'avais beaucoup d'énergie, je voulais essayer plein de sports différents. Et à cette époque, le ski, c'était 4 jours, 5 jours par semaine, toujours dans l'entraînement, pas vraiment le ski pour le plaisir. J'ai eu un gros accident. Après, en revenant de ma réhabilitation après cet accident, tous mes copains, ils ont déjà parti au snowboard, au motoneige, comme nous on faisait beaucoup. J'avais plus envie de faire le fun avec eux. Besoin de jouer en fait. Oui, plus de jouer. Et heureusement, j'ai parti au snow et après, j'ai retrouvé le rugby. Et oui, et à 18 ans, j'ai dit tout à l'heure, vous devenez donc bûcheron, un métier que vous avez découvert à Camp Training. Alors c'était un centre pour jeunes délinquants. Ouais. C'était la seule chose que vous saviez faire du coup à l'époque, être bûcheron en fait. Ouais, mais en été, j'ai eu quelques années le boulot d'être bûcheron, de débarder le bois et après couper. C'est fou quand vous racontez ça parce que c'est vraiment une autre vie en fait. Moi, je n'imagine pas.
Ouais, mais c'était les débuts. Squamish, Petiteville, avec les scieries, le petit entreprise autour de le bois. Et c'était facile de trouver le boulot là-dedans. Et moi, avec mes copains, on est partis là-dessus. Et après, c'est grâce à ça, en fait, je trouvais le rugby. Parce que mon patron, en époque, il était président de le club local. Et c'est mes vrais abdos, là. Les gars, attention. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, viens jouer avec nous. Et après, c'est parti de là. Et puis, chose moins drôle, vous le racontez dans votre livre, il y a eu ce réveillon 1997, vous avez 19 ans, vous organisez une fête dans la maison de votre papa qui est en vacances, lui, au Mexique. Et alors, vous êtes sortis, il y a un voisin de votre père et un ami de votre père qui vient se plaindre du bruit. Et là, ça dégénère. Il y a une bagarre avec l'un de vos invités et donc il décède, ce monsieur. Un drame qui va changer votre vie et surtout qui va salir votre réputation aussi derrière. C'est-à-dire que vous allez toujours être jugé coupable finalement. Oui, c'est vrai. C'était un moment très compliqué pour beaucoup, notamment la famille de Bob, qui est malheureusement décédé. Et voilà, c'était un moment très compliqué pour pas mal de personnes, notamment la famille McIntosh et bien sûr mes parents. Mais malheureusement, j'étais pas là non plus. Et c'était, comme je disais, très compliqué. Et j'espère que ça ne reproduise plus. Ouais, un drame qui va forcément vous hanter. Les bagarres continuent pour vous de votre côté. Quelques mois plus tard, vous finissez en prison pour une énième bagarre. Là, fini de rigoler du coup parce que là, c'est un vrai centre de détention. Vous avez 19 ans et c'est le rugby qui vous a permis de vous évader quand vous étiez en prison. Vous êtes concentré là-dessus. Ça vous a canalisé et surtout, vous avez réalisé que dans le rugby, vous pouviez vous battre. Vous aviez le droit. Oui, c'est vrai. Et après, mieux tu battrais, mieux tu étais dans l'équipe. Non, c'était surtout un outlet pour me canaliser toutes ces énergies que je voulais peut-être mal exprimer en époque. Et c'est vrai, je sortais le lendemain, le même jour et je jouais le même après-midi. Et après, c'était parti. Ouais, c'est votre maman, quand vous sortez de prison au printemps 1997, elle vous attend à la sortie, elle vous amène directement au stade pour rejoindre vos copains de l'équipe de rugby. C'est du Squamish, aidez-moi, Axemen Rugby, c'est bien ça? C'est le Axemen, c'est le bûcheron en fait. Les bûcherons, ouais. Voilà, la fameuse équipe. Ouais. Cette image de bad boy va en revanche constamment vous coller à la peau durant toute votre carrière. Est-ce que c'est pour ça que vous l'avez appelé présumé coupable, votre bouquin? Oui, un petit peu, parce que je pense, en travers de ce livre, tu vois, je suis pas vraiment le bad boy que tout le monde me présente. Je voulais un peu expliquer exactement qui je suis et pour ça, je suis souvent présumé. Vous étiez un dur au mal. En 2010, par exemple, vous êtes suspendu 10 semaines pour avoir piétiné Jack Burger. Cette saison, vous avez été suspendu en Pro D2 avec Oyonnax durant 2 semaines. Au total, on a calculé du coup. Je me suis concentrée. Dans votre carrière, c'est plus donc de 200 jours de suspension. Ce qui veut dire que ça fait presque 1 an. Vous savez qu'il y a même des best-of de vos plus belles bagarres qui traînent sur YouTube. Ça impressionne beaucoup de gens. Il y a quelque chose. Eh oui. Il y a une petite. Tu vas nous montrer, à mon avis, non? Non, on n'a pas les droits. Très bien. Voilà, très bien. Et puis c'est pas bien de montrer des bagarres. La plus connue, c'est celle face à O'Connell. C'était lors du match de Clermont face au Munster en 2008. On peut préciser aux enfants que ce n'est pas bien de se battre. Bien du tout. Non. Mais par contre, c'est rigolo. Et voilà, mais c'est pas bien. D'ailleurs, c'est Vern Cotter, votre entraîneur à Clermont à l'époque, qui vous a appris à canaliser cette énergie parfois un peu trop présente. Voilà, il vous a envoyé voir un psy. Ça a marché ou pas, ça? Ah, mais bien sûr, ça a marché. Après, j'arrivais de mieux canaliser mes énergies et continuer de faire le bien pour l'équipe. Et en fait, lui, il m'a dit, c'était la première personne qui m'a dit, tu peux aller taper quelqu'un. Normalement, les gens ils disent toujours « Non, faut pas faire ». Mais je sais bien, mais j'ai la réaction de me battre. Et lui, il m'a dit « Écoute, si tu veux taper quelqu'un, tu fais 10 bons plaquages, tu fais 10 bons portées de ballon, et tu vas voir à la fin,
le match est déjà fini et tu vas pas avoir le temps d'aller battre tuer avec quelqu'un. quelqu'un. So, là, j'ai eu le déclic et ça m'a vachement aidé jusque même cette année. Vous avez remporté le bouclier de Brennus en 2010. Moi, j'étais au Stade de France ce jour-là. Je vous avoue aujourd'hui que j'étais pour Perpignan. Ah. Mais parce que j'ai passé mes vacances à côté de oui. Perpignan. Tu n'as pas passé tes vacances en Auvergne? Et ben après, j'ai passé mes vacances en Auvergne. Menteur, Mon papa... Non, menteur. c'est vrai. Non. Si, je vous mais très promets, bien, c'est vrai. excellent. Mon papa, il habitait là-bas et tout. Donc bon, voilà. ok. C'est la vérité. C'est pour ça que je connais la Verne de Salers. Ok. Et j'ai visité Salers. Voilà. Bien, bien. On va devenir potes à la fin. Ah, Donc une parfait. belle victoire face à Perpignan et le retour à Clermont a juste été incroyable, dingue. Vous partez en oui. train, Ouais. sauf que vous n'avez jamais pu finir votre voyage en train Non. parce qu'il y avait trop de supporters partout. Oui, fur et à mesure de la plateforme, en arrivant vers Clermont, on a vu plus en plus de monde. Et ils ont dit à la gare, pas possible d'arriver là-bas parce qu'on ne pouvait pas bouger, il y avait trop de monde. So, ils ont nous déposé à 2 km de Clermont, on montait dans un bus. Et déjà, à cette plateforme, il y avait au moins... Mais déjà qu'il est long en plus ce train. Oui, peut-être 600, 700 personnes à cette plateforme. On arrive à Clermont, il y avait une foule de monde autour du stade. On remonte dans le bus Auvert, avec le train Auvert, là. Et après, on a fait une vitesse marchand jusqu'en ville où ça a éclaté. Bon, en revanche, quand on parle de Clermont, on parle souvent de malédiction. Charles Beauvais l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez perdu 6 finales avec l'ASM. Il y en a une 7e qui s'est ajoutée le week-end dernier. Ouais. Juste un truc de fou. Une malédiction incroyable qui touche Clermont. Mais bon, cette fois, pour la dernière, on est d'accord qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux face au Saracens. C'était logique. Je pense que sur la dernière, c'était compliqué, oui. L'histoire, elle s'est mal terminée pour vous avec Clermont, un petit peu dans la rancœur des deux côtés. Clermont décide de ne pas vous prolonger en 2016 et du coup, vous lâchez un gros dossier, un gros scud. En 2015, vous êtes victime d'une commotion cérébrale lors de la demi-finale de Coupe d'Europe face au Saracens, justement. On a retrouvé l'image et c'est vrai que c'est tendu. Vous allez nous raconter ce qui se passe derrière, en fait. On vous fait sortir, c'est ça, pour saignement? Voilà, je sors ce saignement. Et le doc, il a vu que j'étais pas bien dans le vestiaire. Après, il m'a fait quelques points de suture. Et il me passe le protocole de commotion. Donc il vous pose des questions? Et il me pose des questions, voilà. C'est un truc classique, le nombre dans différents ordres et tout. Et après, pour moi, je passais pas. Lui, il m'a dit non, c'est bon, c'est fini, ta journée est finie, enlève tes crampons. J'étais déçu, bien sûr, parce que c'est un grand match. Je voulais faire partie. Je m'assois, je commence à enlever le crampon et tout. Et quelques minutes plus tard, il revient vers moi et il dit l'autre deuxième ligne, Seb, il va pas bien et il faut que tu rentres. Et je dis, ok, très bien, on y va. Et je rechaussais le crampon et je rentrais sur le terrain et j'ai fini le match, mais j'aurais dû jamais rentrer sur le terrain, mais le rugbyman, il dit jamais non. C'est la responsabilité de le médecin pour protéger le joueur. Oui, là, on parle d'intégrité physique et c'est vrai que le dossier des commotions cérébrales, c'est vraiment quelque chose d'épineux aux États-Unis dans le foot US, mais aussi évidemment en France pour le rugby. Vous avez créé du coup une association, ça s'appelle Rugby Safety Network. C'est quoi votre action à vous? L'action de nous, c'est surtout l'éducation envers le jeune joueur. Parce que, comme vous voyez par les images là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent chaque week-end. Et si eux, ils ne sachent pas le danger de rejouer vite après une commotion, ça peut être mortel. Et c'est très important qu'eux, ils sachent le danger, comment on traite une commotion sur le moment, avant, après, et comme ça, ils sont mieux soignés et on enlève un peu le danger de ces enfants qui jouent
dans un tournoi de week-end, il joue le vendredi, samedi, dimanche. Au samedi, dimanche, il prend un petit coup le samedi, il pense que c'est bon, il peut rejouer le lendemain. Mais là, c'est hyper dangereux. Et on ne peut pas jouer avec le santé de surtout nos jeunes joueurs. Professionnels, c'est différent, mais nous, on va être basé beaucoup sur l'éducation et on essaie de vraiment protéger le joueur de rugby et surtout en France. Voilà, bon, ça s'adresse aussi aux parents. Allez jeter un coup d'œil à cet assaut RSN. Alors pour terminer, vous avez un petit frère. Il s'appelle... J'ai deux petits Oui, frères. mais et ils oui. sont plus grands. Mais celui-là, il m'intéresse particulièrement parce qu'il s'appelle Daniel Cudmore Ouais, et il a joué dans X-Men. Il jouait le rôle de Colossus. Ouais, voilà. Beau gosse. Hein. Bah, Beau oui, gosse. oui, beau gosse. Oui, oui. C'est le big shot chez nous. Nous, on se surnommé le big shot. Ouais, du coup, on vous a imaginé dans X-Men. Vous auriez joué quel rôle, par exemple? Ah, mais je pense The Thing, tu sais, le gars pas très beau. La chose, oui, la chose. Mais Non. non, je sais pas. Wolverine. Ah, Wolverine, Wolverine, oui. il a été bûcheron. Oui, voilà, parfait. On le voit, mais bien je sûr. pousse. Ah ouais. Il est moins costaud. Mais voilà. C'est une photomontage, ça? Ouais. Ah, il est... Non, c'est vrai? Non, mais attendez, c'est Oui, incroyable, ouais. les gars. Mais... Non, Non, il y a- mais c'est un gars qui est super fort, Oui, oui, là. en Photoshop, voilà, Non, mais un c'est grand cadre. incroyable. On vous l'enverra, on vous la donnera si vous voulez celle-ci. Bon, voilà. Excusez-moi. Ça, je l'ai bossé. Bonsoir. Bonsoir Vanessa, bonsoir Jimmy, petit cadeau. Oh, la Parce chance. que je vais te mettre à contribution si tu es d'accord. On va parler ce soir de boxe anglaise. Ouais. Mais avant que ça s'appelle la boxe anglaise, ça s'appelait le pugilat. Le combat de Klitschko. Alors regardez, on voit un petit peu le combattant. 8e round en plus. Vous savez qu'avant le pugilat, ça se pratiquait main nue et avec des lames de cuir autour des mains. Ça nous vient des jeux antiques, hein. Ça c'est quelque chose de très important. Ça rejoint la lutte, le pancrace. Le pancrace qui était vraiment un sport qui n'était pas pratiqué 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc assez extraordinaire. Mais je suis là surtout pour vous expliquer une histoire qui va certainement vous toucher, Jimmy. C'est le panneau suivant. Cette histoire, c'est l'histoire de 3 hommes. Le premier, un des premiers grands champions de boxe à main nue, James Figg. Carrière entre 1719 et 30. C'était un des plus grands champions, c'était un maître d'armes. Mais son élève, son disciple, qui est juste là, Jack Broughton, c'est lui qui a marqué l'histoire de la boxe. Comment? Parce qu'il a remporté plus de 400 combats. Et son dernier combat, malheureusement, il a tué son adversaire. À cause de ça, il a rencontré le marquis Queensberry, qui a changé les règles et l'histoire de la boxe anglaise. Ensemble, ils ont créé les règles de la boxe. Panneau suivant. Et c'est grâce à ces 2 hommes qu'on a créé des temps de combat, qu'on a interdit le finish. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait le droit de finir l'adversaire au sol. Que dès le moment qu'il vacillait, qu'il tournait le dos, on avait le droit de le frapper, on avait le droit d'être au corps à corps, un petit peu comme un MMA. Et il a dit, c'est terminé, ça va devenir le vrai art noble. Voilà, la boxe anglaise, on a enlevé les frappes au sol, on a enlevé le combat au corps à corps et l'étouffement, malheureusement, il y en avait qui étouffaient en même temps qu'ils boxaient. Ah ouais. Et ça, l'histoire ne le dit pas, mais tous les sports ont commencé comme ça. Vous savez, la boxe anglaise, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est fantastique, mais il y a eu une histoire avant, c'était la bagarre. Voilà. Donc là, je vous présente Rima et Cynthia. C'est l'évolution de la boxe anglaise. Voilà. Ce sera Cynthia qui vous défiera tout à l'heure, si vous êtes d'accord. Petit combat. Donc pourquoi un petit peu les filles aujourd'hui sont l'image de ce sport, c'est-à-dire un sport en évolution technique, parce qu'avant, c'est vrai, avant le pugilat, c'était plus basé sur la puissance que sur la technicité, et aussi, c'est ce qu'a voulu créer un petit peu Broughton et Queensberry, c'est un sport plus mobile, plus technique. Et c'est ça que je vais vous demander de faire, d'être technique. Ok. Ça marche? Les filles, c'est parti. 4 ans, hein, attention. Hein. Ce sera Rima à côté Et de bien moi. représenté les femmes du côté de la France. Estelle Allez, aussi. vas-y, Cynthia, fais-toi Extraordinaire. plaisir. Sarah Ouramou. Allez. Voilà, on va travailler sur la vitesse. Eh, attention Ah, il hein. est gentleman, il est gentleman. Mais oui Cynthia, l'énerve pas trop, Elle a s'il te plaît. défense, là Jamie, bah alors Il faut savoir bagarre. que Cynthia, elle a 40 combats, 25 victoires. Rima, qui est à côté de moi, 12 combats, 10 victoires. Et je remercie Saïd Benagem et Sarah Ouramoun, évidemment, pour leur présence. Ça va, Jamie? Stop! Merci. On les applaudit. Bravo